Souhaite la bienvenue. On recommence progressivement à faire du présentiel, mais là nous sommes en majorité en distanciel, de ce qui est un petit peu dommage, mais en tout cas nous existons. Donc c'est le colloque de l'Union rationaliste et qui a un titre extraordinairement glorieux, Sauvons l'école publique. Donc évidemment, nous allons la sauver ce soir. Le déclin de la France sur le niveau des acquis dans l'enseignement se reflète dans les classements internationaux. Teams, qui teste les connaissances en maths et en sciences au niveau du CM1, très tôt donc, indique que la France est à la 40e place, en tout cas c'était le dernier chiffre que j'avais sous la main, en queue des pays européens. De même pour la classe de 4e, Teams compare les années 95 et 2019 et pratiquement tous les pays ont progressé, mais la France, où les compétences en maths de nos jeunes élèves ont régressé de 50 points sur 500, ce qui évidemment est inquiétant. Je vous rappelle ces chiffres que vous connaissez tous, hein, donc c'est pas pour faire du misérabilisme, mais nous reconnaissons que l'éducation est un enjeu sociétal majeur. Très préoccupante est la constatation attestée par le taux élevé de décrochage scolaire et le niveau de vie et le bagage culturel des familles. Tout cela est en plus concurrencé par la montée d'écoles privées de toutes sortes et l'école publique joue de moins en moins son rôle dans la réduction des inégalités sociales. Et plus que jamais, pour reprendre la pensée, la citation de Lucien Sève, l'inégalité intellectuelle entre les individus est largement le fruit d'une société fondée sur l'inégalité. Il revient à cette société de guérir cette inégalité. L'enjeu culturel est central. Il n'y a pas deux cultures, l'une fondée sur les humanités et l'autre sur les sciences. La culture scientifique et technologie fait partie à plein titre de la culture générale. La perte de connaissances de base, qui est le socle de la culture scientifique, a aujourd'hui un impact considérable dans notre monde fortement interconnecté, où prospèrent les fausses nouvelles, les fausses informations, bref, ce qui est appelé les fake news en général. Et nous en avons vu les effets pervers lors de cette pandémie de Covid dont nous ne sommes pas encore sortis. Cet impact est encore augmenté par le contexte d'évolution rapide des connaissances scientifiques et techniques qui a pour conséquence une déstabilisation à tous les niveaux de la société. Je ne parlerai pas ici, mais si je vais le faire justement, du manque de culture scientifique qui est patent, mais pas toujours, au niveau des autorités gouvernementales ou des structures parlementaires, ceci dans un contexte où les connaissances scientifiques interviennent dans les décisions autour des grands enjeux contemporains, le climat, la biodiversité, la santé, les énergies, les moyens de communication de l'information, et j'en passe. Il y a, face à cette situation, un véritable défi pour l'école et les formations, depuis le primaire, la communale, j'aime bien dire la communale, le secondaire, les formations technologiques, l'université, jusqu'aux écoles les plus prestigieuses. Donc il n'y a pas de segment qui ne soit aujourd'hui impliqué ou qui devrait être impliqué dans cette formation de l'esprit. Évidemment, nous ne répondrons pas aujourd'hui à toutes ces questions, mais nous aborderons quelques éléments lors de ce colloque de l'Union rationaliste. Vous avez vu que ce colloque est beaucoup plus court que d'habitude. D'habitude, c'est une journée complète. Nous avons été obligés, évidemment, de raccourcir en raison de la situation épidémique que nous connaissons. Lors de ce colloque, nous allons avoir une présentation par Jacques Bernardin, qui est ici à ma gauche, qui va être suivie une présentation par Michel Henry, qui va être suivie de son exposé « Repenser l'éducation », vaste programme. Ensuite, nous aurons une présentation de Étienne Gis, mathématicien, directeur de recherche au CNRS,
Michel Leduc n'étant pas là, je ferai avec grand plaisir la présentation d'Étienne, qui me pardonnera s'il y a quelques erreurs, mais je ne pense pas, qui nous parlera de quelques-unes de ses réflexions sur l'enseignement des sciences dans notre système scolaire. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai discuté brièvement, ou en tout cas superficiellement, avec Étienne, j'ai toujours été surpris du contraste entre ma superficialité et la profondeur de ses analyses sur ces questions. Ensuite, la dernière présentation sera une présentation de Laurence de Cock, historienne, professeure de l'histoire, docteur en sciences et de l'éducation, et qui va faire une présentation sur comment reconstruire l'école publique pour l'égalité et l'émancipation. La présentation sera faite par Emmanuel Huisman-Perrin. Donc, je pense que je vais vous donner la parole. Michel, tu veux faire cette introduction? Oui. Michel, oui. Oui. Ah oui, tu es là, excuse-moi. Oui, je suis là pour dire quelques mots à propos de Jacques Bernardin, qui est président du GFEN, le groupe français d'éducation nouvelle, créé au lendemain de la Première Guerre mondiale, comme beaucoup de mouvements d'éducation, et qui a une importance certaine dans le paysage scolaire actuel. Jacques Bernardin est docteur en sciences de l'éducation. Il travaille dans une équipe de l'université Paris 8, mais il est professeur en formation générale en psychologie, sociologie, histoire de l'éducation et pédagogie à l'IUFM Centre-Val de Loire à l'université d'Orléans, et cela depuis l'année 2001. Il est conseiller pédagogique auprès des clubs coup de pouce de Saint-Denis depuis 1997 et donc président du GFEN depuis juillet 2007. Voilà. Alors, Jacques Bernardin est un spécialiste de l'entrée dans l'écrit à l'école. Il distingue deux catégories essentielles d'apprenants, les actifs chercheurs et les passifs récepteurs. L'analyse de leur comportement s'appuie notamment sur la psychologie de Vygotsky, Brunner, Piaget, Léontiev et Vallon. Il travaille sur de nombreux projets de recherche, notamment sur les rapports à l'école, au savoir, à l'écrit, principalement en ZEP. En tant que membre de l'équipe ESCOL depuis 1996, il participe également à la recherche intitulée « La copie, usage et fonction », menée dans le cadre du groupe européen de recherche universitaire, transmission et usage de l'écrit. Depuis 1997, il est chargé par la mairie de Saint-Denis de l'évaluation du dispositif d'accompagnement scolaire, coup de pouce. Voilà, quelques mots, mais sans doute très insuffisants pour présenter Jacques Bernardin. Merci. Alors, mon propos va être relativement général et je ne m'attarderai pas, sauf si le débat nous y amène, très longuement sur ce qui fait l'objet central de ma recherche pour proposer plutôt un point de vue un peu global sur l'intitulé sur lequel vous avez eu l'amabilité de m'inviter, en réduisant mon propos autour plutôt de données sur l'école élémentaire, sachant que mes collègues d'intervention feront pour le secondaire et le supérieur bien mieux que moi pour poser les éléments de paysage. Pas simple de faire le tour du monde, comme vous le disiez, en si peu de temps, et je commencerai donc plutôt par un petit tour de piste pour donner des éléments sur ce que l'enquête qui a été lancée par le journal Libération en décembre 2021, donc 5 ans après l'installation de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, des Français qui avaient été appelés à une école de la confiance et qui pensent à travers cette enquête finalement que 78% d'entre eux pensent que l'éducation s'est dégradée en France. 41% pensent que les inégalités perdurent, 38% qu'elles se sont aggravées.
Quels éléments factuels sont de nature à accréditer cette dégradation? Premier élément que j'ai envie de développer, c'est cette idée que l'école publique est de plus en plus privée. Privée de moyens, privée de liberté pédagogique et finalement privée aussi d'ambition. Et ça, évidemment, on va voir, ça a déjà été évoqué, des conséquences et sur la façon dont les professionnels vivent et investissent leur métier et sur les résultats des élèves, dont on ne cesse de pointer les insuffisances. L'école publique est de plus en plus privée. Si on regarde du côté des moyens, dans les pays de l'OCDE, entre 2012 et 2018, les dépenses par élève et étudiant d'un bout à l'autre du système scolaire ont augmenté en moyenne de 1,6% par an, contre seulement 0,3% en France. En 2020, 160 milliards d'euros ont été consacrés à la dépense intérieure d'éducation, qui, je rappelle, est prise en charge par l'État à moins de 60%. Le reste étant pris en charge notamment par les collectivités locales, territoriales et les parents et autres. Donc une baisse de 2,6% en prix coût constant par rapport à 2019, selon une note de la Direction de l'évaluation prospective du 22 novembre 2021. Au-delà des incidences de la situation sanitaire, qui pourrait l'expliquer, et de la fluctuation du nombre d'élèves selon les années, plusieurs données pèsent de longue date sur l'enseignement. Pour ne prendre que quelques indicateurs, le premier c'est le taux d'encadrement, qui reste élevé de 23,3 élèves en moyenne par classe en France, contre 21,1% en moyenne dans les pays de l'OCDE. La stagnation des salaires des enseignants, selon le rapport du Sénat de novembre 2021, en euros constants, je cite, ils ont perdu entre 15 à 25% de rémunération au cours des 20 dernières années. Outre les incidences que ça a sur leur façon de vivre leur métier, le salaire continue quand même de dire quelque part la reconnaissance qu'on a à l'égard d'un investissement professionnel, ça a évidemment des conséquences sur aussi les recrutements des futurs enseignants. Donc, taux d'encadrement élevé, stagnation des salaires et une formation très dégradée sur laquelle nous reviendrons. Par ailleurs, on sait que ces moyens sont très inégalement affectés. Ainsi, par exemple, le coût par élève dans le supérieur varie de 10 440 € pour un étudiant de l'université à 15 730 € pour un étudiant des classes préparatoires aux grandes écoles. Ce sont des chiffres tout à fait officiels. D'un bout à l'autre de la chaîne, on constate une distribution très diverse. Ainsi, la scolarisation en maternelle, l'obligation maintenant doit se faire dès 3 ans, alors qu'elle était déjà effective à plus de 97%, oblige désormais à financer les écoles privées. On sait que 100 millions d'euros sont d'ores et déjà budgétés à cet effet. Enseignement privé dans son ensemble, qui par ailleurs s'attend à une hausse de 3% qui est prévue dans les projections de 2022. Rappelons qu'en même temps, dans le même temps, la scolarisation des 2 ans, dont plusieurs recherches avaient montré l'effet positif pour la poursuite de la scolarité, cette scolarisation des 2 ans a été divisée par 4 en 20 ans. Elle est actuellement de 9,4%. Elle était en 1999 de 36,6%. Privé de moyens, privé de liberté pédagogique. Là aussi, quelques éléments. L'indépendance garantie par le statut de la fonction publique est aujourd'hui fragilisée. D'un côté, on assiste à une montée en puissance d'embauche d'enseignants contractuels. Ceci expliquant cela, la question des salaires, je ne reviens pas. Contractuels sans formation ni perspective de carrière.
cela concernerait, après avoir concerné les académies déficitaires comme celle de Créteil, de Versailles, de la Guyane notamment, ça concerne maintenant pratiquement toutes les académies et environ 20% des personnels, soit 5 fois plus qu'en 2009. Fragilisation par quelque chose qui tient à l'embauche des enseignants, et les collègues exerçant en collège disent combien ces contractuels sont en fragilité à l'égard de leur hiérarchie. Et par ailleurs, on pourrait citer aussi l'encadrement législatif de la loi pour une école de la confiance du 5 décembre 2018, exigeant, je cite, engagement et exemplarité des personnels, qui ouvre la porte, ça a été l'objet d'une discussion critique et polémique à l'époque, qui ouvre la porte aux interprétations discrétionnaires et aux sanctions à l'égard des libres penseurs, tels des résistants à l'évaluation. On sait que des notes ont été adressées au recteur pour un petit peu suivre ce que ces personnes avaient. L'école, comme l'ensemble de la fonction publique, est soumise aux standards du privé, alliant pilotage par l'évaluation et salaire au mérite, progressivement installé dans la fonction publique et qui a été aussi une des choses qui s'expérimentent, notamment en éducation prioritaire, quand le ministre dit qu'une part des rémunérations se ferait selon les résultats des élèves, donc au mérite, qui sont censés, ces pilotages par évaluation et salaire au mérite, accroître la performance des agents. Par ailleurs, le Conseil scientifique de l'éducation nationale est un véritable bureau des méthodes, taillé à la main du ministère dans sa composition. Ce Conseil scientifique de l'éducation nationale promeut une éducation basée sur des preuves, importées du modèle médical, et rejette toute autre approche. La sociologie est ainsi accusée d'excuser les difficultés scolaires en cherchant à en comprendre les médiations, alors que l'approche méthodique assise sur les neurosciences promet de les araser. Enfin, dans ces éléments concernant la liberté, outil d'un pilotage par l'aval, les évaluations détournées de leur visée formative reprennent une fonction de contrôle normalisant. Les items des épreuves de CP désignent ce que les élèves sont censés maîtriser et, en conséquence, les priorités d'enseignement à ce niveau, comme en amont dès la maternelle. Dépossédés de leur conception et du traitement des résultats comme de la suite à y donner, les enseignants ont ainsi été instrumentalisés avant d'être instrumentés par le guide orange pour les CP, leur prescrivant les moyens et méthodes d'enseignement. Depuis, les guides se sont multipliés, guide rouge, guide vert, guide bleu, de la maternelle au cycle 3, bref, les enseignants en ont vu de toutes les couleurs. Troisième point, quelle ambition. Avec le retour du mantra lire, écrire, compter, qui fait tout de même un clin d'œil appuyé à la période de reprise en main de l'école qui avait succédé au ministère d'Alain Savary, l'horizon scolaire est peu ambitieux. Au nom de la science et d'une confiance dans l'école qui serait à réhabiliter, c'est aujourd'hui le grand retour de la méthode syllabique en lecture et de l'instruction directe à la mode canadienne. C'est une vraie restauration pédagogique et évidemment on pourrait suspendre un tel jugement si les résultats étaient à la hauteur des aspirations, des intentions. Quels sont les effets, puisqu'il s'agissait d'agir efficacement contre les difficultés scolaires? Alors, on va regarder les résultats des élèves d'un peu plus près, mais qu'en est-il du côté des acteurs censés contribuer à l'évolution de ces programmes? Un petit point sur l'état de l'école publique. On peut affirmer cette idée qu'il y a un rapport au métier dégradé.
salaire peu attractif, manque de reconnaissance et de moyens, pression prescriptive, tout cela pèse. Selon une enquête récente, 43% des personnels de l'éducation nationale déclarent être confrontés à une perte de sens de leur métier. On commence à voir, même si ça reste discret, sur 860 000 enseignants, on comptait 400 démissions en 2012, elles se sont élevées à 1648 en 2021-2022, soit tout de même 4 fois plus. Les enseignants du primaire sont plus concernés que ceux du secondaire et les stagiaires plus que les titulaires. Néanmoins, ce sont des indicateurs qu'il ne faut pas négliger. Rémunération, classe surchargée, solitude. Le manque d'attractivité du métier est pointé du doigt par le rapport du Sénat de novembre 2021, facteur de crise de recrutement. Quant aux résultats des élèves, le dédoublement des classes de CP-CE1 qui devait éradiquer les difficultés, on nous a même imprudemment promis 100% de réussite, n'est pas tout à fait à la hauteur de ces projections. Le bilan établi par la direction d'évaluation de la prospective et de la performance montrait que les élèves des classes dédoublées font des progrès, mais qui ne se distinguent guère de ceux des classes non dédoublées à composition identique. Et montre par ailleurs que l'écart entre les résultats obtenus par les élèves en éducation prioritaire et les écoles par rapport aux écoles hors éducation prioritaire ne s'est pas réduit. En français, la proportion des élèves les plus en difficulté en REP+, passe de 22,4% en début de CP à 21,5% en fin de CP, c'est plutôt une augmentation, mais remonte en fin de CE1 à 22,3%. Autrement dit, on ne parvient pas à enrayer ces difficultés. Si les résultats semblent meilleurs en mathématiques, il conviendrait de regarder de près les items qui permettent d'en attester. Il y en a, puisqu'on a de 21,4% d'élèves début CP considérés en difficulté à 15,9% d'élèves fin CE1. Néanmoins, on est assez loin de ce qui était annoncé. Concernant les élèves plus âgés, l'étude française CEDRE, cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons, réalisées en fin de collège et en fin d'école élémentaire, étude de 2019, constate que le score moyen en mathématiques a baissé de 17 points par rapport à 2014. Selon l'évaluation internationale TIMSS, que le président évoquait tout à l'heure, je cite, « La France se situe en deçà de la moyenne européenne ainsi que de celle des pays de l'OCDE, globalement et quel que soit le domaine de contenu ou le domaine cognitif considéré. » Dans le domaine des mathématiques, quelles que soient les évaluations, CEDRE, PISA, TIMSS, on constate, je cite l'état de l'école 2021, document très officiel du ministère, depuis 30 ans, une baisse très sensible du niveau moyen et une augmentation des inégalités. Comment l'expliquer? Sans doute qu'il faut interroger les pratiques, bien sûr. Le cadre, évidemment, de travail n'est pas innocent, c'est-à-dire on ne fait pas le même type de travail quand on a, comme me l'évoquait une collègue rencontrée ce matin, une classe avec un nombre important d'élèves, ou s'y ajoutent des élèves qui devraient être suivis par un enseignant spécialisé, mais qui n'a pas d'enseignant spécialisé, qui a une psychologue scolaire qui est en arrêt maladie, qui n'est pas remplacée, des élèves qui donc ne sont pas pris en charge des suivis, qui vient accabler un peu plus le travail du quotidien. Alors, interroger les pratiques, j'ai envie de regarder du côté du temps consacré aux différents domaines disciplinaires. Dans la dernière étude TIMSS, qu'on évoquait tout à l'heure, les enseignants français déclarent consacrer 21% du temps en classe pour l'enseignement des mathématiques,
mais seulement 5% pour les sciences. 47 heures contre 62 heures prescrites, soit un déficit horaire annuel de 35%. Cela a évidemment des incidences. Toutefois, le temps consacré ne saurait suffire à expliquer les résultats dans d'autres domaines, comme le français et les mathématiques. Je rappelle que selon l'enquête européenne Eurostat, l'école primaire française consacre près du double de la moyenne européenne à la lecture-écriture, 1656 heures contre 953 en moyenne européenne, et consacre 900 heures à l'enseignement des mathématiques contre 670 heures en moyenne en Europe. Ce qui invite, à côté du temps consacré, à considérer les contenus travaillés et les compétences visées. Et là, il me semble que le prescrit actuel, en disant faire retour sur les fondamentaux, pourrait conduire, c'est une hypothèse, mais on l'a vu à différentes périodes historiques, à un assèchement des pratiques professionnelles. Cela a déjà été constaté dans d'autres pays, jouant de l'évaluation du salaire au mérite, je pense notamment aux pays anglo-saxons, au même régime de contrôle des résultats. Ainsi, ce qui se passe progressivement, c'est que la préparation à la réussite des évaluations, le coaching for test, finit par se substituer à la construction de réelles compétences. Retournement insidieux, d'autant plus fort lorsque les résultats des établissements sont accrochés aux crédits qui seront accordés aux mêmes établissements pour la poursuite de leur travail. Ou que les notations et l'avancement des enseignants est supposé dépendre de leur taux de réussite. En fait, il y a triche, il y a préparation aux examens, il y a triche y compris dans la façon de restituer le résultat des élèves, etc., etc. Et au bout du compte, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, pressurés par les évaluations et les recommandations officielles, non seulement les enseignants ont tendance à recroqueviller leurs enseignements sur les apprentissages fondamentaux, et du coup se privent de plein de domaines disciplinaires, je pense évidemment aux sciences, à la technologie, à l'histoire, à la géographie, qui pourraient très fortement être des sources de questionnement, invitant elles-mêmes les élèves à investir de quoi y trouver des réponses aux questions qu'ils se posent sur le monde. Non seulement donc ils ont tendance à recroqueviller leurs enseignements sur les apprentissages fondamentaux, mais ceux-ci sont pensés à courte vue, réduits à des gymnastiques combinatoires et à la mise en place d'automatismes. Dans le réel des classes, les enseignants font ce qu'ils croient qu'on leur demande. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'il n'est pas rare qu'il y ait vision surnormative, alors qu'une lecture bien attentive des instructions des textes officiels permettrait d'aller chercher légitimité pour un autre type de travail. Je fais l'impasse sur le fonctionnement d'inspecteurs zélés venant faire du rappel au texte aux enseignants qui semblent s'écarter du droit chemin. Ils font donc ce qu'ils croient qu'on leur demande, d'autant plus qu'ils sont isolés et sans formation. Que disent les rapports et recherches? Sans être trop alourdir, en lecture, on avait eu plusieurs rapports, dont un rapport de l'inspection générale en 2013 qui essayait d'évaluer les effets des instructions officielles de 2008. Si vous vous souvenez, c'était la période qui suivait le ministère d'Europien. Nous avions Xavier Darcos qui était aux manœuvres, et notre actuel ministre n'était pas loin dans les tuyaux du ministère pour pousser ce qu'il continue de pousser aujourd'hui. L'inspection générale notait alors, au niveau de la lecture, un travail rigoureux sur le code OCP, au centre de la préoccupation de 98% des enseignants, mais regrettait que les aspects techniques des chiffrages éclipsent les aspects culturels. La recherche lire-écrire au CP, coordonnée par Roland Guagou, qui date de 2015, confirme que tous les enseignants enseignent le code
à leurs élèves, au moins 3 heures par semaine, mais avec une variabilité de la part accordée aux autres composants de la lecture. Acculturation, travail sur la compréhension, travail sur l'écriture, notamment la production écrite. Depuis 2017, l'injonction faite de prioriser l'accès au code, tout le monde a bien entendu, en a renforcé la place au détriment du reste. Seulement un peu plus de 15%, 15,5% du temps de classe est consacré à la compréhension. Je réfère là aux travaux de la recherche 2015 coordonnée par Roland Guagou, avec une variabilité importante dans les classes, puisque ça va de 30 minutes à 2 heures selon les classes. Et comme par hasard, évidemment, les résultats des élèves s'en ressentent. Près de la moitié de ce temps est consacré à la vérification. Dans quelle modalité? Elle semble se faire individuellement et par écrit. Autrement dit, je cite le rapport de recherche, l'élaboration du sens est laissée aux élèves seuls, alors qu'on sait qu'elle est largement liée au bagage culturel. Ce bagage culturel, on le sait, notamment avec les travaux assez récents de Bernard Lahire en Enfance de classe, les recherches qu'il a coordonnées, que c'est très inégalement constitué selon les univers sociaux. Au terme de l'école élémentaire, si les élèves savent assez bien prélever les informations, niveau 1 de la compréhension, ils peinent en revanche à interpréter et à apprécier un texte, interpréter et réagir selon le terme de PISA, mais interpréter et apprécier, c'est plutôt les termes de PIRMS, pour les élèves de 10-11 ans, qui constatent une chute de 21 points en 15 ans, selon les dernières recherches. En mathématiques, je suis allé là regarder à nouveau dans l'état de l'école 2021, qui s'appuie elle-même sur l'enquête Presco, pratique enseignante spécifique au contenu, conduite par l'ADEP, qui évalue fin d'école élémentaire et fin de collège. Au CM2, cette recherche dit quoi? Les enseignants cherchent à développer des automatismes de calcul au détriment de pratiques plus exigeantes, liées à la résolution de problèmes, ou laissant plus de place à l'activité en autonomie. Pédagogie de la découverte, auto-évaluation permettant de réguler ses apprentissages, etc. Moins d'un enseignant sur 2 propose souvent des activités favorisant la découverte de notions à partir de problèmes ou impliquant la résolution de problèmes complexes. En troisième, seuls 38% déclarent laisser les élèves travailler sur la résolution de problèmes ou disent viser leur autonomie en laissant les élèves pendant au moins 15 minutes travailler individuellement sans intervenir collectivement. Quant aux modalités de travail, 86% privilégient le travail individuel, 27% le travail en petit groupe. Quel est le résultat de ces usages? Teams 2019 constate en 4 ans une baisse de la capacité raisonnée. Au-delà de ce que peuvent induire les prescriptions, l'ensemble nous amène à questionner le recrutement et la formation des enseignants. En effet, la distance sociale des enseignants à l'égard des élèves qui leur sont confiés peut constituer, si on cherche à comprendre, un facteur d'incompréhension réciproque à l'égard des publics avec lesquels ils sont amenés à travailler, facteur d'incompréhension réciproque de part et d'autre de la scène scolaire quant à la façon de penser la scolarité et de s'y inscrire. Je réfère là aux travaux de recherche sur le rapport au savoir qui ont été initiés par Bernard Charlot, puis Elisabeth Vautier et Jean-Yves Rochette sur Paris 8, entre autres, et qui montrent qu'on a effectivement des univers de pensée quant à la façon, quant aux mobiles qui agissent les élèves, quelle que soit leur origine sociale, et quant à leur façon de penser leur inscription dans les apprentissages qui sont assez notoirement différents. Et on a fait des centaines d'enquêtes depuis, confirmant ce que ces travaux avaient commencé de montrer déjà depuis les années 90. L'origine sociale des enseignants, disais-je, qui, avec la masterisation, est très nettement favorisée, comparée à la population active.
Selon Éducation et formation, les chiffres de l'INSEE, un enseignant sur deux, 51%, a un parent appartenant aux professions intermédiaires ou au cadre de profession intellectuelle supérieure, alors que c'est le cas pour un actif sur 3, un peu moins, 29%. Quant au cursus préalable, il semble qu'il y ait une surreprésentation des enseignants issus des filières littéraires à l'école primaire, qui pourrait aller jusqu'à 3/4 des enseignants de l'école primaire, qui ont plutôt un cursus initial de filière littéraire. Si on peut trouver explication à leur inconfort vis-à-vis des concepts mathématiques et scientifiques qu'ils ont charge d'enseigner, et donc déjà, précédente étude Teams s'était fait écho, les enseignants avouant qu'ils étaient en difficulté dès lors que les élèves résistaient à ce que souhaitaient leur enseigner. Est-ce que leur formation est de nature à les outiller suffisamment? Eh bien, leur formation est à la peine, là aussi, ce n'est guère un scoop, si vous suivez l'actualité. La formation initiale, très récemment interrogée à ce sujet par leur syndicat majoritaire, le SNUDP, pour ne pas le nommer, avec une surcharge importante de travail, je cite, de plus de 48 heures hebdomadaires en moyenne, plus de 60% des professeurs stagiaires se disent débordés et stressés. 85% se disent insuffisamment préparés à prendre la responsabilité d'une classe, pointant notamment des difficultés dans la gestion de la difficulté scolaire et la prise en compte de l'hétérogénéité. Le projet de réformer la formation initiale, mis en avant et mis en discussion avec le syndicat par le ministère, éclaterait encore un peu plus les modalités d'accès au métier, avec des étudiants en fait qui fourniraient un contingent remplaçant à peu de frais sous prétexte de pré-professionnalisation. Quant à la formation continue, comme le synthétise le rapport du Sénat, je cite, le temps passé en formation par enseignant reste très bas, est inférieur à l'objectif de 3 jours par an, en agrégeant la formation pédagogique et la formation disciplinaire. Le cadre existant, je continue de citer, est très insuffisant, alors que toutes les études internationales soulignent les carences de la formation continue pour les enseignants français. Certaines matières semblent plus affectées que d'autres. Ainsi, par exemple, en 2019, 74% des élèves français ont eu un enseignant n'ayant bénéficié d'aucune formation en sciences depuis 2 ans. Au-delà, quel est le contenu des formations? Beaucoup de formations sont des formations un peu obligées qui portent sur le rappel des programmes. Certains thèmes sont peu traités et ont été massivement désignés par les enseignants comme nécessitant un besoin de formation. Je cite, améliorer l'esprit critique ou les compétences en résolution de problèmes. Comme par hasard. Ce qui rejoint le constat de l'étude Thalys menée par l'OCDE sur la moindre fréquence en France de pratiques exerçant le travail collaboratif et l'esprit critique. En France, 29% des professeurs des écoles donnent fréquemment des exercices obligeant à développer l'esprit critique contre 65% en Espagne ou 36% en Suède. En conclusion de la formation des enseignants à leurs conditions de travail en passant par les attendus prescrits, s'édifie, me semble-t-il, nous semble-t-il, une pauvre école pour les enfants de pauvres, pensée comme ayant de pauvres moyens intellectuels. Les autres sont incités à traverser la rue, écoles privées et lycées internationaux sauront les accueillir. Tout cela nous amène à projeter un autre avenir pour l'éducation. L'école avons-nous besoin? Si je peux prendre 5 minutes. Évidemment, nous souhaitons au GFEL une école publique ambitieuse, avec des principes à réaffirmer. On sait que la République a établi ses fondements sur des principes de nature à assurer la cohésion sociale, la nécessaire évolution et sa pérennité en désignant l'école publique comme institution légitime pour y préparer les jeunes générations. Jusqu'où laisser tordre ces principes jusqu'en dévoyer la valeur? À quelle liberté forme-t-on avec des modes d'apprentissage plus proches
du behaviorisme et du conditionnement que de l'élaboration intellectuelle et du développement de l'esprit critique. À telle fraternité prépare-t-on pour l'école le travail, ne convoque que le travail solitaire lorsqu'elle sert la réussite individuelle plus qu'elle ne participe à la promotion collective au péril de l'intérêt commun. Enfin, de quelle égalité parle-t-on lorsqu'elle n'existe ni au niveau des conditions de scolarisation, ni au niveau des résultats des élèves? Les sociologues ont pu, comme ça, dire que la France avait le triste privilège d'être sacrée championne des inégalités scolaires, puisque parvenant bien moins que d'autres pays à enrayer les inégalités qui lui préexistent. Voilà, l'aspiration à la justice sociale est légitime, et il y a plusieurs manières de penser la démocratisation. S'il s'agit de plier l'école aux besoins de l'économie, une démocratisation restreinte peut suffire. En phase avec la bipolarisation actuelle des emplois, d'un côté des emplois qui exigent de hautes qualifications, de l'autre des emplois non qualifiés, selon les chiffres INSEE, ça représente actuellement 25%, tous métiers confondus, 48% de la catégorie employée en 2019. Donc, d'un côté des hautes qualifications, de l'autre des emplois non qualifiés, notamment des emplois de service requérant des qualifications fondées surtout sur le savoir-être et la relation à autrui. Je reprends là les propos du rapport Tello, qui avait servi et initié le rapport de la loi Fillon de 2005. Cela pourrait expliquer l'ajout au triptyque lire, écrire, compter de l'objectif respecter autrui. Mais c'est une conception, vous l'avouerez, assez étroite de l'école républicaine. L'école, de notre point de vue, a d'autres missions. Former la personne et le citoyen, permettre aux jeunes générations de s'inscrire dans une société plus complexe, confrontée à des enjeux inédits, préparer un avenir plus imprévisible qu'auparavant, qui nécessite, à contrario, une démocratisation élargie. Je reprends là les termes de Henri Vallon, qui avait succédé à Langevin pour le plan en 1947, la sortie de la guerre, qui visait une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. Plusieurs éléments confirment la pertinence de cette ambition au regard des enjeux propres à notre époque, qui se situent sur le plan social, environnemental ou politique. Mais peut-être qu'il me faut arrêter là si je veux respecter le timing horaire. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Première réaction, à la fois en présence et sur le chat. On y va. Antoine? Bon, moi je dirais que la présentation qui a été faite décrit une situation qui est une situation, je dirais, extraordinairement dégradée, à plusieurs niveaux, que vous avez très bien illustrés. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment quels sont les moyens qui existent pour corriger et pour essayer de remettre un peu, je dirais, à l'équerre cette situation qui, au fond, pour reprendre la phrase que j'avais citée tout à l'heure de Maurice Sèvres, l'inégalité intellectuelle entre les individus est largement le fruit d'une société fondée sur l'inégalité. Donc je crois qu'il y a là un enjeu qui est un enjeu sociétal majeur, d'inégalité et, vous l'avez illustré, de blocage de l'ascenseur social. Donc comment est-ce que vous envisagez, brièvement, parce qu'on est un peu, sinon on va cumuler des retards, mais les moyens pour essayer de réduire ces écarts? Je ne vais pas tous les exposer, mais il y a des éléments structurels et puis il y a des éléments qui me semblent des éléments plutôt qui reviennent à la didactique ou à la pédagogie. C'est plutôt sur ces deux derniers points que je voudrais insister. Parmi les mesures structurelles, j'ai envie de dire, la première des choses qui pèse dans un pays, c'est la volonté explicite d'une nation à avancer sur la question de la démocratisation. On sait aujourd'hui que ce discours est troublé, puisque c'est un discours très fortement axé sur la question de la méritocratie, invitant les plus méritants d'entre les moins pourvus socialement à traverser la rue, mais laissant les autres
tranquillement au bord du chemin, en assumant ces inégalités. Donc la première des choses, il me semble, c'est un discours politique fort, qui, de façon volontaire, a cette ambition de promotion de tous. La deuxième des choses structurelles, me semble-t-il, c'est de travailler en lien avec les collectivités à la question de la mixité sociale et scolaire. Les travaux de Nathalie Mons, comparant les systèmes européens, avaient montré dans les années 2016 très nettement que les systèmes qui étaient les plus équitables étaient ceux qui avaient pour principe la mixité sociale et scolaire. Ça peut se faire et sur le plan des recrutements, et on a quelques expériences sur Toulouse, je crois, sur cet effet-là, montrant qu'il y a des incidents assez directs dès lors qu'on affecte les élèves de collège sur d'autres établissements que ceux du quartier. Et c'est aussi un principe qui devrait ou pourrait valoir dans les établissements eux-mêmes et dans les classes elles-mêmes. Et là, c'est plutôt du côté des travaux de Marcel Craé. Je pense au travail de méta-analyse qu'il a pu faire autour de l'école peut-être être juste et efficace, reprenant tout un tas d'études, montrant qu'il y avait un intérêt pour tous d'avoir ce principe de mixité sociale et scolaire dans les classes. Troisième plan, me semble-t-il, et c'est plutôt notre axe au GFEN, c'est sur cette idée qu'on pourra bien aménager, il faut le faire, les moyens et ce principe de mixité sociale. Rien ne change, et on l'a vu avec la diminution drastique du nombre d'élèves par classe, si la donnée pédagogique ne change pas. Elle comprend quoi, cette donnée pédagogique? Deux choses fondamentales. La première, c'est le regard sur les élèves. On connaît les effets Pygmalion depuis très longtemps, et ces travaux qui ont été repris nous montrent que les enseignants ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une vision plutôt péjorée des élèves et que la catégorie socio-professionnelle dont ils sont issus pèse assez fortement sur la croyance des potentialités de ces élèves. Tous capables, disons-nous au GFEN, comme défi à ces fatalités, et reprenant ce que Lucien Sèvres en son époque, on avait coordonné un bouquin qui s'appelait Doué non doué dans les années 64, dans lequel il y avait plusieurs contributions, et qui montrait qu'il y avait autant du côté du philosophe que du côté de la sociologie à l'époque, quelque chose qui méritait d'être regardé de près parce que ça pesait négativement sur les élèves. Il ne suffit pas de le dire pour autant pour que les choses soient réglées. Il me semble que les travaux depuis 20 ans ou 30 ans menés à tous les segments de la scolarité par l'équipe ESCOL en particulier, sur les questions de rapport au savoir, nous permettre de spécifier, de préciser, de creuser et de mieux identifier les postures, attitudes des élèves qui sont redevables évidemment aux conditions de leur socialisation initiale et qui, dès lors que l'école en est plus avertie, pourraient permettre d'infléchir les modalités de travail pédagogique. Haute vision sur les élèves d'un côté, il faut que je sois court. Haute vision sur les savoirs de l'autre. Il nous semble que, à trop s'adapter au contenu, capacité présupposée des élèves, on ne cesse d'affalir les contenus, en définition comme en extension, pour reprendre un vocabulaire mathématique. Comme disent les collègues, on ne fait pas tout le programme et on va moins loin. Comment s'étonner? Les résultats des élèves sont trop dégradés. Et on aboutit évidemment involontairement à ce qu'on a contribué à produire. Quant au savoir, au prétexte du temps qui manque, il est souvent présenté comme évidence, dans sa forme faite, du point de vue des élèves. Il peut alors apparaître plus imposé qu'intérieurement conquis, au risque d'un sentiment de distance, voire de rejet. Dès lors qu'il est transmis comme dogme, il est catéchisé, le contenu est ravalé au rang de croyance. C'est peut-être pas un hasard si les professeurs, déjà en philosophie ou dans le champ des sciences, commencent à dire, on a des élèves qui nous opposent, monsieur, madame, vous me dites cela, mais moi j'ai une autre vérité à vous opposer. Autrement dit, le contexte actuel nous oblige à faire un travail radical sur la question des savoirs, d'autant plus qu'aujourd'hui l'école est en concurrencée par les médias pour l'accès aux données, avec une bibliothèque du monde à portée de clic. L'école se trouve interrogée dans sa légitimité, voire dans sa crédibilité. D'où l'importance
nous semble-t-il, d'apprendre aux élèves à distinguer entre information, connaissance, savoir. Information, connaissance, savoir. Qu'est-ce qui singularise le savoir? Qu'est-ce qui lui donne valeur et sens? Valeur et saveur, pour reprendre et faire un clin d'œil appuyé à Jean-Pierre Astolfi, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Le sens des contenus est une question majeure, dont dépend l'engagement des élèves, leur mobilisation cognitive, la qualité, la durabilité des acquisitions. Nous avons une question dans le chat. Pourquoi les sciences sont-elles facultatives pour le concours pour devenir professeur des écoles? Les futurs enseignants étant de formation littéraire ne vont effectivement pas choisir en option les sciences. J'en suis pas comptable, mais on voit bien qu'il y a là effectivement tout un travail. Et parmi les choses qui seraient à modifier, évidemment, ça renvoie directement à la formation, à la durée de la formation, aux indispensables horaires qui sont à consacrer à, entre guillemets, quelque chose de l'ordre d'une remise à niveau sur le plan des concepts que les gens vont enseigner. Et encore une fois, je ne suis pas allé voir dans le détail de Teams 2019, mais l'enquête Teams précédente, les enseignants disaient bien leurs difficultés, j'y reviens, à pouvoir appréhender de façon fine les concepts qu'ils sont censés enseigner. Il faut du coup pas s'étonner qu'ils aient du mal à les mettre en scène pour les faire construire, reconstruire par les élèves. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la durée de formation, évidemment, qui, dans le dispositif, si on veut changer les choses, mérite d'être notoirement modifié. Avec sans doute un soulagement, mais c'est plus du côté des syndicats que les choses devraient se négocier, de soulager les enseignants de cet accablement sur une seule année de concours plus préparation de master, faire quelque chose de l'ordre d'un pré-recrutement avec une possibilité d'être rémunérés, ce qui pourrait les soulager et les laisser beaucoup plus disponibles pour entrer en formation et se consacrer à ce qui est leur cœur de métier. Leur cœur de métier. Alors, c'est pas rédhibitoire en même temps, hein, pour avoir fonctionné avec pas mal d'étudiants. J'ai eu assez souvent des étudiants à l'époque de l'IUFM qui me disaient mieux réussir avec leurs élèves en mathématiques qu'en français, et quand je les interrogeais sur la raison de ça, qui me disaient, ben en fait, comme moi-même j'étais assez médiocre en mathématiques et que j'en avais conscience, il m'a fallu retravailler les concepts avant de pouvoir les proposer et les mettre en scène auprès des élèves. Et bien voilà, on est toujours sur ce que disait Bachelard, sur les professeurs ne comprennent pas, les élèves ne comprennent pas. Justement, enfin, il faut retravailler sur cette question de les concepts ne vont pas de soi, et il semble que l'épure à laquelle on arrive, notamment je pense aux savoirs qui valent jusqu'au terme du collège, n'est que le résultat d'un long processus socio-historique qui en a sanctionné la pertinence. Il y a là de quoi inspirer un travail sur les concepts, me semble-t-il. Michel ? Oui, non, je voudrais savoir ce que vous pensez du travail que fait depuis pas mal de décennies la main à la pâte. Évidemment, c'est à beaucoup plus petite échelle, mais tout de même, c'est un enseignement concret qui fait travailler les élèves les uns avec les autres, qui apprend qui apprend aux élèves à tirer eux-mêmes les conclusions. Évidemment, ça coûte de l'argent et c'est un petit peu limité comme cadre, mais est-ce que c'est pas la solution, mais est-ce que ça peut pas venir en plus de façon utile ? Ceux qui ont eu l'occasion de s'y intéresser, d'investir cette porte d'entrée, y ont trouvé et intérêt et des pistes d'action pour leur travail pédagogique. On sait que ce qui embarrasse les collègues, c'est souvent en sciences le matériel plus la maîtrise des concepts. Là où GFEN, on aurait quelques réserves à l'égard de la main à la pâte, c'est sur cette idée que le chemin n'est qu'à moitié fait quand l'expérience ou le faire a été réalisé, et que le travail sans doute le plus délicat des enseignants, c'est comment on s'extirpe de la gangue de la pratique
pour travailler une formalisation progressive et une modélisation qui permettent du coup de cette classe, enfin de travailler en termes de classe de situation, permettant de constituer des outils intellectuels qu'ils pourront réinvestir, mobiliser dans d'autres situations. Si ça c'est pas fait, les élèves vont dire quoi? J'en ai entendu beaucoup, nous avons fait des activités bien sympathiques, mais restant à un niveau infra, à l'égard des concepts sur lesquels on avait la prétention de les faire travailler. Moi, ma remarque, j'ai beaucoup partagé de ce que vous disiez, et je me rappelle d'un certain nombre de discussions que nous avons dans le groupe qui essaye de réfléchir un peu à la situation enseignement. Et parmi les questions qui, me semble-t-il, viennent toujours, vous avez fait en partie allusion, quand on voit ce qu'on a la prétention de mettre, et encore pas avec les bonnes méthodes, dans un espace de temps donné, on a l'impression que tout simplement, c'est pas possible. Et que depuis 30 ans, en jouant d'une manière ou de l'autre, on tourne autour de ce pot sans l'affronter clairement. Effectivement, je pense, formation initiale des professeurs. On a eu la discussion suite à la protestation de la Société française de physique, à juste titre, sur le nombre d'heures qui restait pour former en sciences, en master de MAEF, dans les INSPE, ce qui restait pour former en sciences. Totalement ridicule. Évaluation de ce qu'il faudrait, 3 fois plus. Parfaitement clair que même en comparant ça aux maths, 1 plus 1, plus toutes les notions pédagogiques, qu'il faut logiquement former aussi les gens à ça, plus toutes les questions sociétales qu'on a additionnées, parfois à juste titre, mais pas réparties dans les années, clairement. Et pour les professeurs des écoles, on a l'impression qu'il y a tout ça. Et tout ça, un nombre d'heures, master machin, 400 heures, point, débrouillez-vous avec ça. Il est clair qu'on ne peut pas, il n'y a pas de solution pour se débrouiller avec ça. Même avec la meilleure pédagogie du monde, ce qui n'est pas le cas. Alors, évidemment, changer le nombre d'heures, il faut les payer. Il y a toute une série de questions comme ça qui se posent, mais sans que ce soit sur la table. Ou alors, est-ce que j'ai totalement tort et que, moyennant la pédagogie, on pourrait tenir dans un espace de temps restreint? Il faut des deux, mais... Là-dessus, je ne peux que souscrire cette question des horaires insuffisants, bien sûr, bien sûr. Aussi, c'est quand même pas mal porté par les associations professionnelles. On vous dit qu'il faut remettre M. Blanquer à virer les maths. Il faut remettre les maths bien, etc., etc. C'est le mot. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'heures à des endroits critiques? Est-ce que toutes ces histoires auxquelles vous avez fait allusion de pré-formation, de je vais former un certain nombre d'élèves pour les payer avant, pour qu'ils fassent ceci, et puis je recrée encore autre chose, est-ce que oui ou non, pour former des professeurs du même, est-ce qu'il faut s'y prendre une licence, plus un master, sans tourner autour du pot? C'est-à-dire, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, et on va mettre un petit peu de préparation à l'enseignement au milieu. Je ne sais pas. C'est vraiment une question. Jacques, vous avez beaucoup évoqué, et on évoque beaucoup, les comparaisons internationales. Alors, sans tomber dans le mythe du pays idéal qui indiquerait le chemin à suivre, est-ce que vous voyez dans ces comparaisons des exemples intéressants de pays qui, alors que la France a régressé dans les classements, auraient au contraire progressé de façon significative? Et si oui,
sur quels éléments essentiels s'appuierait-il dans cette réussite relative? Deuxièmement, est-ce que le temps total passé par les élèves en enseignement au cours d'une année scolaire est une variable significative? Et à ce sujet, le choix qui a été fait à un moment donné de vouloir allonger ce temps avec la réforme des rythmes scolaires qui avait été tentée il y a quelques années et sur laquelle on est largement revenu aujourd'hui, sauf dans quelques endroits comme à Paris, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens ou pas? Sur le premier point, si je me réfère aux études de Nathalie Mons, comparatives sur les systèmes européens, on se souvient que la Finlande était quand même parmi les pays qui avaient les meilleurs résultats, mais avec un système éducatif très unifié, sans doute, déjà, plus 5 ans de formation des maîtres. Donc on parlait de temps à consacrer, on est sur autre chose, hein, mais ils ont mis une décennie à réfléchir à ce dont le pays avait besoin, quelle que soit la coloration des gouvernements qui pourraient y faire place, considérant que la question de l'éducation était une question suffisamment importante pour pouvoir faire l'objet d'une discussion large, avec des choix qui ne soient pas remis en cause tous les 5 ans. On a quand même ça qui pèse sur nous, hein, avec, on l'a bien vu assez récemment, des alternances qui viennent nier ce qui a été fait peu de temps auparavant, entre une refondation qui a l'idée de s'asseoir sur une large consultation de l'ensemble des corps constitués, qui parvient à tirer un certain nombre de pistes, je pense au référentiel d'éducation prioritaire, et au travail que Marc Bablé, à la tête du bureau de la DGESCO d'éducation prioritaire, a pu faire à ce sujet, avec tout un étagement prévoyant à la fois des relais sur les rectorats, les inspections académiques, et en même temps une formation de formateurs pensée au niveau national. Il y avait là les prémices de quelque chose qui pourrait nous indiquer des voies à suivre pour un changement d'une autre ampleur. Hein. Donc du temps à consacrer, avec un aller-retour terrain qui soit autre chose qu'un temps proprement découpé ou théorie ici et terrain là, mais sans que les ponts soient véritablement faits entre les deux espaces. C'est ça aujourd'hui la réalité. C'est pas seulement le nombre de temps, c'est aussi la façon dont on travaille la question du terrain qui est mal fichue, mal pensée. Et évidemment, le manque de temps permet toutes les bousculades. Vous avez pointé quelque chose qui a piqué ma curiosité. Vous avez mentionné le fait que la crédibilité de l'école publique est en question, probablement concurrencée par des savoirs numériques, ou enfin en tout cas l'accès au numérique en quelques clics. Est-ce qu'il y a des éléments concrets qui attestent de cela, des rapports, qui proviennent justement du corps enseignant, qui montrent que les ressources numériques concurrencent les contenus d'enseignement délivrés dans le primaire ou dans le secondaire? Non, j'en connais pas, moi personnellement, mais c'est probable que ça existe. Hein. Je n'ai que des indices de ce que les collègues nous ont fait remonter, comme des témoignages de ce que les élèves pouvaient renvoyer par rapport à leur enseignement, montrant qu'il y avait bien là, quelque part, une sorte de concurrence avec un autre univers, et que donc l'école avait tout intérêt à regarder de façon beaucoup plus serrée ce qui peut être de nature à asseoir sa crédibilité, sa légitimité, et notamment ce travail des concepts qu'elle est seule à mener. Mais on voit bien aussi comment, pour ne prendre que l'exemple de la lecture, avec le flux d'informations, fini l'époque où il fallait aller la chercher, elle arrive en flot continu, et aujourd'hui on a besoin de former les élèves à des compétences de lecture
beaucoup plus aboutis qu'auparavant, puisqu'il leur faut être en mesure de lire vite, beaucoup, de poser les questions, de savoir quelles questions poser, de savoir comment les traiter, de savoir avoir du recul critique à l'égard des informations. Voilà. Et donc le travail autour de distinction entre science et croyance me semble plus impératif aujourd'hui que jamais pour l'école. Et là, les collègues, me semble-t-il, sont très insuffisamment préparés à ça. Alors, peut-être une réponse. Il me semble que dans les groupes d'inspection, cette question a été travaillée de la concurrence entre la confiance accordée à la parole du maître ou du professeur et d'autres sources éventuelles d'informations. Mais j'en viens à ma question, et c'est une question que je voudrais poser à chacun des intervenants de ce colloque, c'est que pensez-vous de la disparition des corps d'inspection, et est-ce que cette situation vous préoccupe, et est-ce qu'il ne constituait pas un rempart dans l'école publique pour avoir une connaissance réelle de ce terrain dont vous parlez et qui me semble si important? Je ne pouvais pas tout évoquer, mais évidemment, on pourrait aussi remonter à changement d'affectation du CNESCO en tant qu'organisme indépendant. On pourrait évoquer le départ de Michel Musso du Conseil supérieur des programmes, puis les orientations complètement antagonistes. Et il me semble que la recomposition de l'inspection est une nouvelle pièce à la destruction de l'école publique. Il me semble que le ministère avait là tout un corps d'inspection qui avait quand même construit de l'expertise pour voir dans les classes la façon dont les textes officiels pouvaient irriguer les pratiques, les éventuelles distorsions entre le prescrit, le réel, et ce que ça pouvait signifier comme retour à faire pour la formation, pour les conseils adressés aux acteurs de terrain. Là, voilà, enfin, moi je suis désolé de tout ça. Je me suis désolé de tout ça parce que parfois les mouvements pédagogiques ont pu un peu diaboliser les corps d'inspection. Il fut des époques où nous étions si ce n'est en concurrence, en opposition assez frontale. J'ai rencontré suffisamment de corps d'inspection, de personnel de corps d'inspection qui tenaient fortement à l'école publique, à la française, je vais le dire comme ça, et qui essayent, à l'endroit de responsabilité qui est le leur, d'agir au bénéfice de l'ensemble des élèves, dans une certaine idée de l'école. Voilà. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est plutôt ça. Donc là, on a un bateau qui va dériver je ne sais pas où, puisqu'on avait quand même un certain nombre d'instances, que ce soit le CSP, le CNESCO pour l'évaluation ou les corps d'inspection, quelque chose qui permet de contrôler, réajuster les orientations à l'égard des missions qui a été confiées par la nation sur l'école. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Et combien de rapports de l'inspection générale sont laissés dans les tiroirs d'ailleurs, hein, voilà, on pourrait sans doute longuement discuter de la situation. J'ai peut-être fait un constat un peu dramatique, mais je crois que beaucoup d'acteurs, une réunion interassociative il y a peu, une quinzaine de jours, sont extrêmement inquiets sur ce que l'éducation et l'école publique, notamment, sont en train de devenir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Alors oui, moi j'ai une autre question à vous poser sur le statut du statut et sur le statut des professeurs des écoles et sur cette embauche d'enseignants contractuels. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? On pourrait dire que
faute de trouver des candidats, ou prévoyant insuffisamment de personnel pour soit occuper des postes, soit remplacer les enseignants qui partent en formation, on est amené à recruter des enseignants contractuels que l'on peut prendre et jeter au bord de la route une fois leur mission accomplie. Voilà, et évidemment que cette embauche contractuelle qui se trouve embauchée directement sur le terrain, on a même vu un certain nombre de chefs d'établissement qui ont recruté leur personnel par les petites annonces quand même. Ça va quand même extrêmement loin. Donc voilà, comment voulez-vous qu'une profession puisse assurer le passage de relais, on pourrait dire, d'une génération à l'autre, dans une institution, on voit bien, l'histoire de l'institution école, c'est l'histoire d'une longue quête pour l'égalité. D'abord l'égalité d'accès de tous à l'école, puis l'égalité de tous à une même école, puis l'égalité de tous dans les années 60 à l'enseignement secondaire, même enseignement secondaire. Enfin, l'histoire de l'école, c'est ça. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est derrière ça, comment démocratiser l'accès à la culture, l'accès à la réussite, l'accès au savoir. Comment élargir l'accès à la compréhension des concepts, des programmes. Voilà, ça c'est le travail qui est devant nous. Et évidemment, toutes les questions structurelles qu'on a évoquées depuis les corps d'inspection, nombre d'élèves par classe, etc., sont des points extrêmement importants. Mais il nous semble au GFEN qu'il ne faut pas oublier, alors je veux faire un clin d'œil, ce que disait Paul Langevin, l'enseignement fait beaucoup apprendre, mais trop peu comprendre. Nous en sommes toujours là, sur cette question de fond. Comment, parmi les objets à mettre au travail, comment retravailler cette question qui font que les professionnels sont des professionnels, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être pointu, d'avoir fait un cursus littéraire pour enseigner correctement la lecture à tous les élèves qui nous sont confiés. Il ne suffit pas d'avoir une maîtrise en mathématiques pour pouvoir enseigner correctement les mathématiques au CP à des jeunes élèves. Il y a bien là un travail spécifique qui oblige à dérouter les professionnels de ce qui, de notre point de vue, fait problème, la relation d'évidence que chaque professeur, dans sa propre discipline, a à l'égard des objets qu'il a à travailler. Le difficile de notre métier, c'est rompre avec la relation d'évidence. Se placer du point de vue des élèves qui ne comprend rien, qui n'a pas les prérequis, et comment bâtir les séquences pour que tous soient embarqués par la situation, puissent progresser dans l'appropriation des concepts qui nous sont désignés. On a un vrai métier là. Il me semble qu'il ne soit pas encore tout à fait reconnu par ceux qui pilotent aujourd'hui l'éducation. Eh bien, merci Jacques Bernardin. On va vous applaudir et on va inviter, allez-y.